Hubby sur comment choisir entre le NLU et le NLP. Donc aujourd'hui, nous allons tout d'abord commencer ce webinaire par une présentation des intervenants, un rapide tour de table, la définition de ces deux technologies, puis nous verrons ensuite les différences entre les deux. Nous aurons également un exemple concret sur les intentions et les entités. Puis nous verrons comment cela se passe pour Hubby.ai. Du coup, Camille, Yann seront nos intervenants aujourd'hui. Est-ce que je peux vous demander à tous les deux de vous présenter? Bonjour à toutes et à tous. Je suis Camille Meillard, linguiste chatbot chez Hubby.ai. Bonjour à tous, bienvenue. Yann Fischer, donc je suis Customer Satisfaction Manager chez Hubby.ai. C'est parfait, merci beaucoup à tous les deux. On va maintenant passer à ce qui nous intéresse, du coup, à l'interview de vous deux. Donc, Yann, je te laisse reprendre la parole. Ouais, merci beaucoup. Merci Valentine. Alors, comme vous le savez certainement, puisque vous êtes ici, de nos jours, de plus en plus de sociétés investissent dans les assistants conversationnels, les chatbots, afin de faciliter notamment l'accès aux connaissances. Pourtant, tous les chatbots ne se valent pas, ils n'utilisent pas tous les mêmes technologies et n'utilisent pas tous les mêmes composants dans leur moteur d'analyse du langage. Donc, certains se basent sur ce qu'on appelle les briques NLP, tandis que d'autres intègrent également des éléments de NLU. Donc Camille, s'il te plaît, est-ce que tu peux nous expliquer à quoi correspondent ces deux définitions, NLP et NLU? Je vais commencer par le NLP, donc le Natural Language Processing, et ça correspond à ce qu'on appelle en français le traitement automatique des langues ou le traitement automatique du langage naturel. C'est ce qui va permettre aux humains et aux machines de communiquer en langage naturel plutôt qu'en langage binaire, donc avec des mots plutôt qu'avec des suites de chiffres. Donc, grâce au NLP, les machines peuvent analyser automatiquement les énoncés qui leur sont fournis en langage naturel par un humain, que ce soit à l'oral ou à l'écrit, et elle va analyser de manière très littérale. Donc, c'est une machine qui n'est pas en mesure d'interpréter ou de comprendre le sens de ce qui est dit ou écrit. Elle va simplement segmenter l'énoncé et analyser séparément les différents éléments qui composent le discours. Ok, merci pour le NLP. Alors le NLU. Le Natural Language Understanding, ou NLU, correspond en français à ce qu'on appelle la compréhension du langage naturel. Et c'est important de souligner que le NLU, c'est une sous-branche du NLP. Contrairement au NLP, le NLU va intégrer la notion de compréhension grâce à des technologies de machine learning ou d'intelligence artificielle qui sont plus poussées qu'en NLP. Donc ces technologies, elles vont permettre à la machine de créer des liens, des associations ou encore des connexions entre les connaissances sur lesquelles vont se baser son apprentissage. Donc c'est exactement ce que nous, on fait en tant qu'être humain lorsqu'on apprend. On crée des connexions entre les connaissances qu'on apprend. Et grâce à ces connexions, la machine ne va pas se contenter d'analyser séparément les mots qui composent le discours. Elle va analyser la succession de mots dans son ensemble et se baser sur le sens de l'énoncé. Ok, merci. Donc du coup, plutôt que de traiter chaque mot individuellement, comme on va le faire en NLP, on va traiter l'énoncé dans sa globalité. Donc c'est ça la différence entre les deux. Oui, globalement, c'est ça la différence. D'un point de vue purement linguistique, on considère que le NLU va intégrer la syntaxique et la sémantique dans le traitement des énoncés. Et ce n'est pas le cas du NLP. Donc, pour rappel, le NLU, c'est une sous-branche du NLP. Donc, ça veut dire que le NLU reprend les mêmes briques que le NLP, mais qu'on y a ajouté des briques de traitement supplémentaires, comme la syntaxique et la sémantique, qui vont nous permettre à la machine de prendre en compte le contexte et donc le sens de l'énoncé. D'un point de vue technique, une machine qui va se baser sur du NLU va être capable de créer ces différentes connexions entre les connaissances qu'on lui fournit lors de son apprentissage. Et donc, la création de connexions entre ces connaissances
est spécifique au NLU et ce n'est pas le cas pour le NLP. D'accord, merci. Alors, est-ce que tu pourrais nous donner un exemple pour illustrer cette différence de traitement entre NLP et NLU sur un énoncé? Oui, alors l'exemple que j'utilise le plus souvent, c'est la traduction automatique et particulièrement la traduction automatique des expressions idiomatiques de l'anglais vers le français. Et pour cet exemple, on va se pencher sur l'expression idiomatique spill the beans. Donc, quand on a des connaissances en anglais, on sait que la succession de mots spill the beans peut correspondre à l'expression idiomatique qui signifie cracher le morceau et qui peut aussi être traduite par vendre la mèche ou trahir un secret en français. C'est la traduction officielle de l'expression idiomatique. Mais pour traduire correctement une expression idiomatique, il faut d'abord savoir l'identifier dans l'énoncé. Et pour l'identifier, donc pour déterminer si c'est bien l'expression idiomatique qui est utilisée, on fait appel à la fois à nos connaissances, mais aussi au contexte d'utilisation de l'expression. Et donc pour cet exemple, on va utiliser la phrase « She told him her secret, but he spilled the beans » pour donner un peu de contexte à l'expression. D'accord, alors cette phrase, comment est-ce qu'elle va se traduire si on utilise uniquement un moteur NLP? Alors un moteur qui va utiliser uniquement du NLP va traduire la forme sans retranscrire le sens. C'est-à-dire qu'il va traduire la suite de mots qui composent l'énoncé sans identifier les formes particulières du discours, comme les expressions idiomatiques, et il ne va pas non plus vérifier si sa traduction est cohérente et a du sens. Donc quand on traduit un énoncé mot à mot, c'est ce qu'on appelle une traduction littérale. La machine ne sait pas identifier les expressions idiomatiques et elle ne sait pas non plus que ce type d'expression a deux sens. Le sens littéral, donc traduit mot à mot, et le sens imagé de l'expression idiomatique. Comme elle ne sait pas qu'il y a deux sens possibles, elle ne va pas analyser le contexte pour déterminer quel est le sens le plus approprié, puisque pour elle, il n'y a qu'un sens possible. Donc le moteur NLP, il va traduire la phrase « She told him her secret, but he spilled the beans » par « Elle lui a raconté son secret, mais il a renversé les haricots ». Ici, on voit bien que c'est une traduction mot à mot et qu'il n'y a pas de cohérence entre la première partie de la phrase et la deuxième. Le traducteur NLP, il ne prend donc pas en compte le contexte donné dans la première partie de la phrase pour traduire l'expression. Donc, ce qu'il faut retenir de cet exemple, c'est qu'une machine qui utilise du NLP ne peut pas reconnaître les expressions idiomatiques ni les autres formes de langage particulières parce qu'elle n'a pas créé les connexions nécessaires entre ses connaissances pour déterminer que la suite de mots spill the beans dans cet ordre précis a deux sens possibles et qu'il faut se référer au contexte pour déterminer quel est le sens le plus approprié. D'accord, donc ça c'est pour le traitement avec le NLP. Et alors le moteur NLU, le moteur de traduction NLU, comment est-ce qu'il va traduire notre exemple? Alors, un traducteur qui va utiliser du NLU va être capable d'identifier les expressions idiomatiques parce que son moteur aura créé les associations nécessaires entre les connaissances qui lui sont fournies lors de son apprentissage. Et donc, il va être capable de déterminer que la suite de mots spill the beans peut correspondre à l'expression idiomatique et qu'il faut donc se référer au contexte pour déterminer quel est le sens le plus approprié à l'énoncé. Donc, grâce à ces associations, le moteur NLU va privilégier la retranscription du sens plutôt que de la forme. Et donc, c'est tout le contraire d'un moteur NLP. Au lieu de traduire la phrase mot à mot, il va analyser la suite de mots dans sa globalité. Et donc, de cette façon, il va pouvoir repérer les formes particulières du discours, comme les expressions idiomatiques, et déterminer, en fonction du contexte, quelle est la traduction la mieux appropriée. Donc, le moteur NLU, il va traduire la phrase « She told him her secret, but he spilled the beans » par « Elle lui a raconté son secret, mais il a craché le morceau ». Et donc, le moteur NLU, on voit bien qu'il a pris en compte le contexte, c'est-à-dire l'intention ou le sens global de la phrase. Ok, merci beaucoup pour cet exemple. Alors, est-ce que tu peux maintenant nous expliquer ce que c'est exactement ce qu'on appelle une intention? À quoi ça correspond exactement dans notre contexte? L'intention, ça correspond au cœur de l'énoncé et en général, ça correspond à l'action ou au souhait que le locuteur va exprimer dans son énoncé.
Et cette intention, elle peut être précisée par ce qu'on appelle des entités. Quand je parle des entités, je parle des entités nommées et ce sont des éléments forts du langage, comme les noms propres, les noms de lieux, les dates, les numéros de téléphone, etc. Et ces entités, ce sont des indices qui donc vont permettre d'identifier et aussi de préciser l'intention dans un énoncé. Ok, alors je vais t'embêter, mais est-ce que on peut illustrer ces deux notions avec un autre exemple, s'il te plaît? Oui, on va prendre l'exemple, je voudrais aller voir un film vendredi à Toulouse. Quand on dit aller voir un film, c'est une expression synonyme d'aller au cinéma. Donc l'intention globale du locuteur, l'action qu'il souhaite réaliser, c'est aller voir un film, donc aller au cinéma. Dans ce cas particulier, le lieu où il souhaite se rendre est donc implicitement donné par l'expression aller voir un film. On sait que l'utilisateur veut aller au cinéma. Notre exemple est encore plus précis sur le lieu puisqu'on dit je voudrais aller voir un film vendredi à Toulouse. Le lieu, c'est donc un cinéma qui se situe dans la ville de Toulouse. Et en plus du lieu, notre exemple nous précise aussi la date à laquelle le locuteur voudrait aller au cinéma. Quand? C'est vendredi, ce vendredi ou le vendredi qui arrive. Donc, grâce aux entités nommées, on peut affirmer que le locuteur veut aller voir un film dans un cinéma à Toulouse ce vendredi. Et c'est ce qu'une machine dotée d'un moteur NLU comprendra. Et à cette requête, je voudrais aller voir un film vendredi à Toulouse, la machine NLU remontera toutes les séances de cinéma que l'on peut voir ce vendredi dans les différents cinémas toulousains. Ok, donc avec ces intentions, ces entités, si je comprends bien, le NLU, c'est le mieux, non? Le NLU est considéré comme plus performant que le NLP, mais avant de le mettre en place, il faut quand même nuancer parce que c'est important de bien étudier le contexte dans lequel on va utiliser cette technologie. Il faut aussi bien étudier et définir les fonctionnalités qui seront attendues par le produit qui va utiliser cette technologie. Donc même si le NLU est plus efficace et plus fin dans le traitement du langage, il faut aussi garder à l'esprit que les technologies qui sont les plus performantes à l'heure actuelle, comme le NLU, sont aussi les plus coûteuses, que ce soit en termes de ressources ou de budget. Et elles ne sont pas forcément les plus simples à mettre en place. D'accord, c'est clair. Et alors, dans le contexte de l'assistant conversationnel, dans un chatbot, pour toi, qu'est-ce qu'il vaut mieux choisir? Tout va vraiment dépendre du contexte d'application en fait de la technologie et aussi de la fonction que va remplir le chatbot. Donc pour prendre un exemple, un chatbot qui va uniquement servir de FAQ, donc de foire aux questions, avec un domaine des domaines de connaissances très restreintes et très spécifiques, un moteur NLP va amplement suffire parce que ce sont des chatbots dans lesquels il va y avoir généralement très peu d'ambiguïté de contexte et donc c'est pas forcément nécessaire d'implémenter du NLU pour ce type de chatbot. Mais pour un chatbot qui sera aussi par exemple de type FAQ, mais qui va couvrir un plus large spectre de domaines de connaissances et qui potentiellement va devoir rédiger lui-même ses réponses pour les utilisateurs, là, des briques de NLU vont être indispensables parce qu'elles vont permettre d'écarter toute ambiguïté de contexte et elles vont aussi permettre de donner une cohérence et du sens aux réponses qui seront données aux utilisateurs. Ok, parfait. Et alors chez nous, chez Ubi, quelle techno on utilise? Chez Ubi, on utilise du NLU. Donc, le moteur qui a été conçu par nos développeurs utilise majoritairement des briques NLP pour quelques briques de NLU. Et pour l'instant, c'est un moteur qui répond entièrement à nos besoins et qui nous permet déjà d'avoir un chatbot qui est très performant, même si nous sommes en train d'étudier de potentiels axes d'amélioration comme l'implémentation de nouvelles briques NLU, voire l'implémentation de modèles comme BERT ou GPT,
Et ces nouvelles implémentations, elles seront sans impact pour les utilisateurs. Donc notre objectif chez Ubi, ça reste l'amélioration des performances de notre chatbot, que ça nous incite ou pas à inclure davantage de NLU à notre moteur. Ok, ben merci beaucoup Camille pour toutes ces explications sur les différences de traitement du langage entre les briques NLP et les briques NLU. Merci d'avoir suivi ce webinaire. Valentine, je te rends la main. Est-ce que nous avons des questions? Oui, merci Yann. Alors oui, effectivement, on a des questions. Alors, la première, on souhaite déployer un chatbot au sein de mon entreprise pour gérer les problématiques RH, demande de congés, mutuelles, etc. On utilise actuellement un SIRH et du coup, la personne souhaiterait savoir s'il est possible de connecter son SIRH à Ubi. Ah, la solution, ah oui, d'accord. Alors oui, en effet, complètement, hein. Nous, il faut savoir que on a donc le but de Ubi est de faciliter l'accès aux connaissances, mais on utilise aussi des briques d'interconnexion avec des outils tiers. Donc à partir du moment où l'outil de SIRH dispose d'une API, Ubi va pouvoir aller l'interroger et on va pouvoir créer cette interconnexion dans des scénarios de demande de congé ou autres scénarios RH. Ok, parfait. Alors, on a une question, Camille, je pense que c'est pour toi, sur les moteurs dont tu as parlé, BERT et GPT. Est-ce que tu peux nous expliquer plus en détail ce que c'est? BERT et GPT, ce sont des modèles très avancés de NLU. Il me semble que BERT est utilisé par Google. Et donc, c'est des modèles qui sont très performants, mais aussi très coûteux à mettre en place parce que ça demande énormément de ressources et aussi un petit budget. Mais ça pourrait être très intéressant de réussir à l'implémenter dans notre chatbot. Donc, c'est en Ok, cours d'étude. parfait. Ah bah justement, on a une question aussi sur les briques NLU. Quelles sont les briques NLU prévues dans vos prochains sprints? Je ne sais pas quelles sont les prochaines briques de NLU qui sont prévues. Actuellement, en tout cas, on utilise ce qu'on appelle la lématisation canonique. Ça permet de mettre à l'infinitif les verbes et on a aussi tout ce qui est étiquetage morphosyntaxique, donc pour savoir quel est le rôle de chaque mot dans la phrase. Donc, on, on se penche aussi sur la synonymie. Pour l'instant, c'est, je pense, l'axe d'amélioration NLU le plus envisageable à l'heure actuelle. Ok, parfait. Alors, on a une question sur PVA, donc la solution de Microsoft. Est-ce que PVA permet de faire du NLP et du NLU? Alors c'est une très bonne question. Moi, il me semble que on est sur une répartition sensiblement similaire à la nôtre, avec peut-être un peu moins de briques de NLU sur PVA. Alors justement, la personne redemande une question. Quel est l'avantage de Hubby vs PVA? Alors l'avantage de Hubby VS PVA, ça va être on a vraiment une approche centrée autour de la connaissance. C'est-à-dire que nous, ce que nous faisons, c'est que on met à disposition de la connaissance sous deux formes différentes, donc ce qu'on appelle les bases de connaissances, c'est-à-dire les ensembles de questions-réponses, et ce qu'on appelle les scénarios, c'est-à-dire vont être des briques d'automatisation qui vont nous permettre de faire des arbres de décision, des interconnexions avec des outils tiers, comme on en parlait juste avant avec notamment l'exemple du SIRH. Et nous, ce qu'on essaye de pousser le plus possible, ce sont les ponts entre ces deux branches de gestion de la connaissance
côté Ubi. C'est-à-dire que on essaye le but chez Ubi, nous, ça va être entre guillemets de ne jamais laisser tomber l'utilisateur qui rentrerait dans un état conversationnel avec notre chatbot. Donc, on va potentiellement pouvoir accéder à des briques au sein d'un scénario, à des entrées de différentes bases de connaissances en fonction des états, de l'état dans lequel on arriverait de notre scénario en fonction des informations qui auraient été saisies. Et réciproquement, là, on donne la possibilité de lancer des scénarios automatiquement suite à des interrogations de nos bases de connaissances. Parfait, merci Yam. Alors, on a une question sur les modules. Disposez-vous de modules déjà prêts à l'usage ou devons-nous tout recréer du début? Alors oui, en effet, chez Ubi, donc ce qu'on met à disposition à nos clients, ça n'est pas juste donc notre moteur et nos fonctionnalités de gestion de la connaissance. On a une équipe éditoriale qui a déjà travaillé sur du contenu qu'on fournit par défaut, on appelle ça donc chez nous le contenu legacy, et qu'on met à jour de manière régulière. Ce contenu, principalement, il tourne autour de Microsoft 365, donc on a beaucoup de bases de connaissances qui sont mises à jour régulièrement par des experts autour de l'administration Office 365, ainsi que des différents services, SharePoint, OneDrive, Teams. Et on a aussi à disposition une base de connaissances sur la RGPD, on a également des bases qu'on a mis en place avec certains de nos partenaires comme Powell et Nintex. Et donc, comme je le disais, voilà, ces bases, on les met à jour régulièrement, et on a aussi des scénarios tout prêts que les utilisateurs avancés qui se mettraient à la création de scénarios dans Ubi peuvent importer pour les personnaliser, évidemment, en fonction de leurs besoins. Très bien. Et du coup, autre question suite à ta réponse, est-ce qu'on peut faire évoluer le contenu? Alors oui, tout à fait. Alors il y a plusieurs façons de faire évoluer le contenu. Il y a de la même façon que nous on fait évoluer nos bases legacy par de la veille. On va mettre à jour de manière régulière nos bases. Mais on donne aussi la possibilité dans Ubi de prendre en compte les retours utilisateurs. C'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez avoir une réponse donnée, je vais prendre un exemple simple. Dans une base de connaissances, je pose une question, j'ai une réponse. L'utilisateur s'aperçoit d'une faute d'orthographe, disons, ou que la réponse trouvée ne correspond pas complètement à sa question. Il voulait avoir une précision ou il cherchait finalement une autre réponse. On donne la possibilité à l'utilisateur de faire un retour, un feedback. Et ces retours, nous, on les stocke dans le portail Ubi, et on donne la possibilité aux administrateurs et aux personnes qui ont les rôles d'édition de contenu dans notre portail de pouvoir traiter ces retours, les affecter à différentes bases de connaissances et pouvoir traiter, corriger la faute d'orthographe, enrichir la réponse, changer éventuellement les formulations pour rajouter la formulation qui correspond à ce qu'a saisi l'utilisateur, etc. Donc on fait tout ça au sein de notre portail. Ok, très bien. Alors, j'ai une autre question sur l'utilisation de Hubby sur SharePoint, Teams et un site web. Donc, est-ce qu'on peut utiliser Hubby à mon avis, sur la suite en fait M365, donc SharePoint, Teams et sur un site web externe? Oui, complètement. On a donc nativement chez Ubi, donc on est né intimement lié à la suite Office 365, donc on intègre nativement une application SharePoint, donc qui va pouvoir s'ajouter sur n'importe quelle collection de sites ou sous-sites SharePoint, centralisé dans le catalogue d'applications Office 365, et on utilise également le framework, le chatbot framework de Teams, et nous avons une application Teams. Donc, si l'application est mise à disposition par les administrateurs, n'importe quel utilisateur sur Teams, selon la gouvernance évidemment du client, peut ajouter cette application pour discuter avec Ubi, soit en discussion instantanée, soit dans une conversation de groupe ou dans un canal Teams. Et nous avons aussi récemment donc rajouté en effet la possibilité d'ajouter par une injection JavaScript
le Ubi, notre chatbot, sur un site web non Microsoft. Ok, parfait. Du coup, est-ce que tu peux nous dire le temps de réponse en moyenne de Ubi? Oui, alors, oui, absolument. Alors, on a mesuré, bon, c'est avec les outils dont on dispose, un temps de réponse moyen, parce que bien entendu, on dépend quand même de plusieurs facteurs. Mais on a mesuré les temps de réponse moyens de Ubi suite à une sollicitation utilisateur à moins de 1 seconde, à 0,8 secondes à peu près, sur Teams et sur le web, SharePoint ou site web. Ok, parfait. Écoute, c'était la dernière question. N'hésitez pas à poser vos questions. Il nous reste 2 petites minutes. Sinon, on clôturera la session. Non, écoute, écoutez, il n'y a pas d'autres questions. En tout cas, merci à tous les deux d'être intervenus aujourd'hui. C'était Avec plaisir. super intéressant et je pense que tout le monde a bien compris la différence entre ces deux moteurs et ce qu'on utilisait aussi sur Ubi. Écoutez, je souhaite à tous les participants une très bonne journée. Et puis, vous recevrez l'enregistrement par mail suite à la session. Voilà. Bonne journée à tous. Merci à tous. Merci Au à revoir. tous.